Bonjour, vous êtes sur Business 24 et vous suivez Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe. S'ériger en organisation non gouvernementale, est-ce permis à tout le monde? Comment et pourquoi le faire? Vous l'aurez compris, le sujet du jour, c'est la création d'une ONG. Pour nous informer, le président de l'ONG majeure, à savoir Mouvement Action Jeune pour la relance économique et sociale, est sur notre plateau. Bienvenue. Bonjour Eugène Oumon, vous êtes le président de l'ONG majeure qui existe depuis 2011 en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, quel est l'intérêt de créer une ONG? Merci beaucoup madame, merci beaucoup à Business 24 pour l'intérêt que vous nous accordez pour parler sur vos antennes. L'intérêt pour créer une ONG, comme on le dit naturellement, ne vient pas pour créer une ONG qui veut. C'est une sorte de vocation. Et on crée une ONG pour un accompagnement, pour régler un certain nombre de choses. C'est en cela l'idée de créer une ONG. Alors dites-moi dans ce cas-là, qu'est-ce qu'une ONG? Merci, c'est une très bonne question. Une ONG, comme le nom l'indique, c'est une organisation non gouvernementale. Et elle est mise en place pour accompagner l'État, les autorités locales et administratives et autres. Alors vous pouvez donc nous situer au niveau donc, du rôle de l'ONG. Quel est donc son rôle dans la société? Merci beaucoup. Une ONG, normalement, lorsqu'elle est créée, c'est pour combler un vide. Le vide, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Lorsqu'il y a un État, il y a toujours des besoins, les besoins de la population. Une ONG se crée, comme je l'ai dit, c'est par vocation. Naturellement, je vis dans une localité, j'ai vu comment la population souffre, j'ai vu les besoins de la population. Et comme j'ai la vocation, je me mets dans l'idée de mettre en place une organisation pour pouvoir appuyer ces populations et aussi accompagner l'État. Parce que, comme je l'ai dit, l'État ne peut pas tout faire. Alors, monsieur Eugène Oumon, vous êtes vous-même président de l'ONG majeure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette ONG? Merci beaucoup, madame. L'ONG majeure, comme le nom l'indique, majeure qui signifie Mouvement Action Jeune pour la relance économique et sociale. Et nous existons depuis 2011. C'est un groupement de jeunes qui s'est mis ensemble pour décider un objectif. C'est-à-dire, depuis plus d'une décennie, nous traversons une crise politico-militaire sociale qui a affecté tous les compartiments de la vie. Et il faut entendre par cela qu'il y a le chômage qui s'est accru, et c'est en cela que les jeunes ont décidé de se prendre eux-mêmes en charge. C'est dans ce sens-là que le mouvement Action Jeune pour la relance économique sociale est né. Alors dites-moi, quels sont donc les rapports que vous avez avec l'État de Côte d'Ivoire par rapport donc à ces jeunes qui sont lésés, selon vous? Nos rapports avec l'État sont plus ou moins bons. Je dis bien plus ou moins bons parce que le retour n'est pas satisfaisant. Parce que le retour n'est pas satisfaisant. Quand je dis c'est pas satisfaisant, quand une ONG est créée, c'est pour accompagner l'État. C'est pour soutenir l'État, c'est pour aider l'État dans les endroits où l'État ne peut pas y arriver. Et l'État, en retour, doit accompagner les ONG, c'est-à-dire l'État doit subventionner les ONG. L'État doit aussi recommander des ONG auprès des donateurs, que ce soit au niveau national qu'à l'extérieur. Mais c'est dans ce sens-là que le résultat n'est pas satisfaisant. Alors, monsieur Eugène, donc vous voulez nous faire savoir ici et devant tous nos téléspectateurs donc que vous êtes léger. Est-ce qu'il y a des ONG dans ce cas-là qui sont, on va dire, entretenues par l'État de Côte d'Ivoire? Oui,
je ne peux pas affirmer que l'État entretienne certaines ONG, mais en ce qui concerne l'ONG majeure, en ce qui concerne des ONG qui sont dans le réseau de développement économique et social, qui est un groupement aussi d'ONG, je pense que nous n'avons pas encore reçu de financement. Alors dites-moi, quels sont donc vos rapports avec les autres ONG qui existent en Côte d'Ivoire, donc c'est les autres ONG nationales? Oui, merci beaucoup, madame. Avec les autres ONG nationales, il y a de bons rapports, comme je l'ai dit. C'est en cela que sort le réseau des organisations de développement d'action économique et sociale, en abrégé RODESI. C'est un réseau d'ONG avec lesquels nous avons débuté ensemble et dont Majeur même en est l'initiateur et le président actuellement. Alors, quels sont donc les rapports que vous entretenez avec les ONG qui sont à l'extérieur ou les ONG extérieures? Oui, merci beaucoup, madame. Entretenez-vous des rapports avec eux? Oui, avec les ONG internationales, c'est plus ou moins, mais plutôt les donateurs, parce qu'il y a ce phénomène. Pas directement avec les ONG, parce que les financements qu'on reçoit, naturellement, c'est des donateurs. En Europe, il y a une sorte d'intermédiaires. Et ces intermédiaires, ce sont des cabinets de financement, des cabinets de recherche de financement. Et c'est avec ceux-là que nous rentrons en contact. C'est ceux-là qui nous mettent en contact avec des donateurs. Voilà. Et déjà, depuis l'année dernière, nous avons fait venir de l'Angleterre des donateurs qui sont venus, c'est-à-dire, pas des donateurs, pardon, un cabinet comme je l'ai dit. Nous avons fait venir un cabinet en Côte d'Ivoire qui a été reçu. Et les rapports étaient très bien. Ils sont répartis. Normalement, ils devraient, dans 2 mois, revenir avec une bonne nouvelle. Mais malheureusement, il y a eu un hic parce qu'il s'est trouvé que les ONG africaines ne sont pas trop crédibles. Les ONG africaines ont des problèmes de gestion lorsqu'ils reçoivent des financements. Donc, alors, si justement on venait, qu'est-ce qu'expriment justement ces problèmes-là, généralement? Où est-ce qu'ils viennent? Oui, ces problèmes, comme je l'ai dit avant même de commencer l'émission, l'État doit être une sorte de garantie pour les ONG. L'État doit recommander les ONG auprès de ses donateurs, auprès de ses partenaires. Et déjà, une fois l'État commence à faire cela, ça va crédibiliser les ONG. Alors dites-moi, dans ce cas, vous qui avez eu ce souci, donc on va dire avec ces donateurs, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Puisque l'ONG a besoin de vivre, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, nous tenons toujours, puisque le retour qui nous a été donné par rapport à ces partenaires, ils ont dit qu'ils vont toujours insister, parce que les donateurs, il y en a assez en Europe. Et si 2 ou 3 ont désisté, ils vont étendre encore les demandes et naturellement, sûrement que d'autres accepteront. Parce que d'autres acceptent, beaucoup même acceptent. Et nous, à notre niveau ici aussi, nous multiplions nos projets. Parce que aussi, il y a ce problème qui se pose au niveau de la crédibilité des ONG. Il y a les projets qui ne sont pas bien ficelés, il y a des projets qui ne sont pas bien confectionnés, il y a même la crédibilité même nationale, c'est-à-dire il y a des ONG même qui n'ont même pas de siège, il y a des ONG qui n'ont même pas même de boîte électronique, il y a des ONG qui n'ont même pas de site internet, même pas de boîte postale. Et là aussi, c'est un élément très important pour l'obtention des financements. Alors, en parlant donc d'éléments importants, dites-nous dans ce cas, comment crée-t-on une ONG? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Pour la création d'une ONG, comme je l'ai dit à l'entame, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et puis dit non, je vais créer une ONG. Il faut d'abord que ça soit une vocation. Et lorsque la vocation, vous la vivez, c'est un objectif que vous fixez. Le point clé, c'est l'objectif. Il faut énumérer les objectifs et se rendre à la préfecture d'Abidjan. À la préfecture d'Abidjan où vous allez demander une documentation type des organisations non gouvernementales. Et lorsqu'on vous donne ce document, vous allez insérer les objectifs que vous vous êtes fixés avec naturellement d'autres amendements, avec l'équipe, puisque c'est une association, le groupe de personnes, il y a un bureau. Avec le bureau, vous décidez ensemble. Et lorsque tout cela est validé, vous prenez le document signé du secrétaire général et du président d'un commun accord avec le bureau exécutif.
aller déposer ce même document à la préfecture d'Abidjan. Et là-bas, sous maximum 2 semaines, on vous appelle, parce que dès que vous le déposez, on vous donne un reçu. Et sous 2 semaines, on vous rappelle pour dire que le récépissé d'agrément est sorti. Le récépissé ne vaut pas lieu d'agrément définitif, mais ça vous permet tout simplement de commencer à exercer, mais à partir de 2 à 3 mois. Et ce récépissé qu'on vous donne, comme je l'ai dit, ça ne vous donne pas droit d'agrément définitif, parce que ça va suivre un processus. Ce processus, ça va partir de la préfecture d'Abidjan, ça va aller à la sûreté, pour qu'il y ait les enquêtes sur les différents membres de l'ONG. Les membres clés, c'est-à-dire le président, le secrétaire général, le trésorier. Il y a une étude, il y a une enquête qui sera faite par les agents de police. Et lorsque c'est fini, ce sera validé au niveau de la sûreté. Et ce même document va revenir à la sûreté. De la sûreté, ça revient encore à la préfecture d'Abidjan. Et de la préfecture d'Abidjan, ça va repartir à la DGAT pour valider. Et c'est de là-bas que ça revient maintenant chez le ministre pour signature et vous obtiendrez votre agrément définitif. Donc vous avez suivi cette procédure et vous existez depuis 2011. Oui, c'est bien cela. Nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui l'agrément définitif, mais nous travaillons avec le récépissé d'agrément. Et je dis de passage aussi que nous sommes inscrits au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire depuis 2011. D'accord. Alors, dites-moi, comment vit une ONG? Merci. Une ONG, naturellement, vit d'abord de fonds propres, sur les cotisations. Et ensuite, il y a des dons, il y a aussi des legs, il y a aussi des subventions, il y a aussi des revenus, même des biens et des activités de l'ONG. Dans le cas de l'ONG majeure, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme activité? Oui, merci beaucoup, madame. Au niveau de l'ONG majeure, comme on le dit naturellement, nous sommes une nouvelle ONG en 3 ans, mais déjà, nous avons fait pas mal d'activités. Nous avons été l'une des premières ONG dans notre zone à instaurer le don des sang dans les écoles. Donc, c'était une des grandes activités de l'ONG majeure. Ensuite de cela, nous avons instauré la tenue de l'environnement propre dans les marchés et lycées et collèges. Et c'est après cela encore que un de nos grands événements, c'est la mise en place du réseau qui naturellement doit nous permettre d'être encore plus forts et d'attendre des financements de l'extérieur. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ONG vit des cotisations, des subventions, mais les subventions sont pratiquement inexistantes. Et les cotisations sont pratiquement minimes. Donc, il faut naturellement des financements de l'extérieur pour que nous puissions faire face aux différents problèmes de la société. D'accord. Merci beaucoup, M. Eugène Oumon. Merci de votre présence. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous avez un appel à lancer aux téléspectateurs qui nous suivent et qui suivent Business Matin tous les jours? Merci beaucoup, madame. Ce que je peux dire à la population ivoirienne, pratiquement à la jeunesse, c'est que les jeunes se réveillent, que les jeunes se disent qu'ils sont majeurs, que les jeunes se décident à pouvoir entreprendre. Ça, c'est ce que je peux lancer à la jeunesse. Au niveau de l'État, je demande à l'État de faire face aux organisations non gouvernementales, parce que c'est celles-là qui viennent pour combler le vide que l'État ne peut pas. Comme je l'ai dit, l'État ne peut pas tout faire. Donc nous venons pour les accompagner et pour fermer le petit trou. Donc à eux de nous appuyer pour qu'on soit plus efficace. Parce que comme je l'ai dit, même les financements de l'extérieur, ce n'est pas chose facile. Il faut des moyens pour pouvoir les faire. Mais les subventions que nous demandons aux autorités, c'est juste pour qu'on soit efficace et aller atteindre cet objectif-là. Et ce que je voulais dire aussi à toute la Côte d'Ivoire, que nous marchons dans la paix, que nous... Toute la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Et à l'Afrique,
bien sûr, merci beaucoup madame, que nous ayons cet esprit-là, cet esprit de développement, car une ONG est avant tout un acteur de développement. Et je demande aussi aux donateurs, aux partenaires internationaux de faire confiance aux ONG et que de les accompagner à la mesure du possible. Merci beaucoup, Monsieur Eugène Léaubon. Mais Merci, avant de madame. vous laisser partir, dites-moi, est-ce que vous connaissez le logiciel Recouva? Le logiciel Recouva, Je suppose que non. non, Vous non, ne parce connaissez que pas? le nom même me... D'accord. Non. Eh bien, ça tombe bien parce que le professeur informatique de Business Matin, il s'agit bien évidemment de Sylvestre Afiri, sera sur notre plateau et il va nous en dire plus. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous recevons en ce moment un foutique avec Sylvestre Afiri, notre community manager. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie. Alors vous venez avec Recouva. Oui. Présentez-nous donc Recouva, qu'est-ce que c'est? Bien, aujourd'hui je suis sur ce plateau pour présenter à tout le monde, à tous ceux surtout qui ont perdu, qui ont égaré des documents importants de leur ordinateur, de leur appareil, de leur iPad. Leur montrer, leur Pas de apprendre, publicité, hein. oui, leur apprendre aussi à pouvoir retrouver ces éléments-là qui sont perdus dans leur ordinateur. Alors, il arrive parfois que nous effacions des documents importants sans faire exprès, mais n'est-ce pas? garde. Oui. Et donc, lorsque nous avons perdu ces données-là sur notre ordinateur, il y a effectivement un logiciel adéquat pour pouvoir retrouver ces éléments qui sont perdus. Et ce logiciel-là s'appelle Recouva, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ah, c'est pas Retrouva, hein, Non, c'est Recouva. D'accord, R-E-C-U-V-A. Voilà. D'accord. Alors, donc, pour pouvoir utiliser ce logiciel, si on ne l'a pas, il faut d'abord le télécharger. Et pour le télécharger, la plupart des logiciels se trouvent sur 01.net. Voilà, donc on n'a qu'à, je veux dire, entrer 01.net. Lorsqu'on va sur Google, on entre 01.net dans la barre de recherche Google et directement, les liens s'affichent. Mais ici, dans la barre de recherche de Google, on tape directement Recouva. On ne peut pas retrouver le logiciel? Ici, on pourra retrouver le logiciel, mais il sera difficile de pouvoir le télécharger. C'est mieux d'aller sur 01.net pour pouvoir facilement télécharger le logiciel en question. Voilà, donc une fois qu'on rentre le 01.net dans la barre de recherche Google, on a les liens qui s'affichent. Et lorsque les liens s'affichent, on clique sur le lien qui nous envoie directement sur le site 01.net pour pouvoir télécharger le logiciel Recouva. Voilà, donc comment faire pour télécharger? Parce que lorsqu'on est sur le site 01.net, il y a une barre de recherche aussi qui va s'afficher au niveau du site 01.net. Donc là, on rentre le Recouva. Le nom du logiciel, c'est on écrit complètement Recouva, R-E-C-U-V-A, Recouva, et le logiciel s'affiche. Lorsque le logiciel s'affiche, on clique là-dessus deux fois, clique sur l'icône 2 fois pour le télécharger. Double clic pour le télécharger, et il se télécharge. Lorsqu'on télécharge le logiciel, il va directement dans notre dossier de téléchargement. Lorsque le logiciel va dans notre dossier de téléchargement, là maintenant on va encore en double clic là-dessus pour pouvoir l'installer maintenant sur notre ordinateur ou sur notre tablette. Et lorsqu'on l'installe, on peut maintenant l'utiliser pour pouvoir retrouver nos éléments et nos documents qui sont perdus. Mais dites-moi, au niveau de ce logiciel, en allant le télécharger, on ne prendra pas des virus sur le site? Non, justement. Voilà pourquoi j'ai recommandé le site 01.net. C'est un site où on télécharge, où la plupart des logiciels s'y trouvent, où on peut télécharger presque tous les logiciels sans avoir de crainte d'avoir des virus et tout cela. Donc 01.net, c'est le logiciel par excellence le site par excellence de logiciel à pouvoir télécharger et à pouvoir installer sans problème. Maintenant, une fois qu'on l'a téléchargé, qu'on l'a sur l'ordinateur comme ici, je le vois en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, une fois que le logiciel est téléchargé et qu'on veut retrouver maintenant les éléments, on double-clique encore sur le logo du logiciel. Qui va s'afficher sur le bureau de l'ordinateur. Qui s'affiche sur le bureau de l'ordinateur. Et lorsqu'on double-clique là-dessus, on suit maintenant les instructions de Recouva pour pouvoir retrouver maintenant les éléments. Donc, Recouva va nous demander quel type d'éléments est-ce qu'on veut retrouver.
est-ce un document Word, un document Excel, ou bien une vidéo, ou bien une musique, et on aura des choix. On n'a qu'à choisir le document en question et Recouva maintenant se charge de rechercher le document en question dans notre ordinateur. Mais même si l'élément est déjà effacé, c'est possible pour Recouva de le retrouver? Oui, c'est la raison pour laquelle je vais terminer pour dire que c'est important d'enregistrer toutes nos données sur un disque bien précis parce que l'ordinateur a plusieurs disques. On peut fractionner notre ordinateur en plusieurs disques. Mais ça, c'est un autre cours que vous allez nous donner. Oui, ça, c'est un autre cours qu'on va... Ça va fractionner. Oui, on va apprendre à fractionner. Mais il faut généralement enregistrer toutes nos données sur le disque D. Parce que lorsque les éléments sont enregistrés sur le disque D, on a cette facilité-là de pouvoir les retrouver. Mais la plupart des téléspectateurs que je connais très souvent ont l'habitude d'enregistrer leurs éléments, je vais dire, pêle-mêle sur l'ordinateur ou pêle-mêle sur le bureau de l'ordinateur. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de pouvoir retrouver les éléments, même lorsqu'ils sont perdus. Mais une fois que nous avons pris l'habitude d'enregistrer nos éléments sur le disque D, lorsque nous faisons une recherche pour pouvoir retrouver ces éléments-là, nous n'avons qu'à aller sur le disque D, avec le logiciel Recouva, aller sur le disque D pour pouvoir retrouver les éléments. Parce que Recouva va nous demander où est-ce que nous avions enregistré le document que nous recherchons actuellement. Donc, lorsque nous savons que nous l'avons enregistré sur le disque D, nous avons qu'à mettre que nous avons enregistré sur le disque D et Recouva se charge de retrouver ces on va faire une petite brèche, je vais en profiter. Donc, vous voulez nous faire comprendre aujourd'hui, et ainsi que à nos différents téléspectateurs, que lorsqu'on enregistre en fait un document sur le bureau, il est, on va dire, il est enregistré nulle part alors. Oui, lorsqu'on enregistre le document sur le bureau, généralement, il s'enregistre sur le disque E. Il est important de l'enregistrer sur le disque D parce qu'il est plus facile. Et ça aussi, ça permet de pouvoir retrouver les éléments que nous enregistrons sur notre ordinateur, même si notre ordinateur a eu un problème. Lorsque notre ordinateur a eu un problème, on peut facilement retrouver les éléments qui étaient enregistrés dans l'ordinateur si les éléments sont enregistrés sur le disque D. Mais si les éléments sont enregistrés sur le bureau ou bien partout ailleurs dans l'ordinateur, ça sera difficile de pouvoir retrouver les éléments au cas où l'ordinateur a eu un problème. Voilà. D'accord, merci beaucoup Sylvestre. Merci à vous aussi. C'est tout ce que vous avez pour nous? Oui, malheureusement, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Bon, c'est pas bien grave. Donc, mais je reviendrai, je suis toujours fidèle au poste, je reviendrai encore une fois pour vous apprendre quelque chose. Donc après ce passage dans le monde éthique, nous allons convoler maintenant en juste noces avec Alex Mokhtar qui va bien sûr nous donner tout à l'heure le tour des faits insolites en économie. A tout de suite. Les initiatives économiques, les success stories, eh bien, c'est avec Alex Mokhtar et nous le recevons dans Panorama. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, très heureux d'être de retour et bonjour encore une fois à tous nos téléspectateurs. Alors Alex Mokhtar, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Alors, code bonne nouvelle, aujourd'hui on a décidé de faire dans la lignée de ce qu'on a entamé depuis quelques jours, de s'intéresser plus ou moins aux success stories sur le continent. Il y a des gens qui entreprennent, il y a des gens qui réussissent et il est important qu'on en parle pour pourquoi pas donner des idées d'entrepreneuriat à ceux qui nous suivent et puis faire comprendre aux uns aux autres qu'il est possible de réussir sur le continent. Et il suffit juste d'avoir la foi et la passion en ce qu'on veut faire, tout simplement. Alors dites-moi aujourd'hui, dans quel domaine nous allons nous intéresser? C'est l'éthique, c'est quel domaine? Alors, tout ce dont on va parler aujourd'hui, on réussit dans l'éthique, on dira cela comme ça. C'est plusieurs jeunes qui ont plusieurs startups donc et qui aujourd'hui, je dirais, surfent sur la vague du succès. Alors, on va commencer par un monsieur qui s'appelle Jason Njoku, âgé de 32 ans. Dites-moi, il est nigérien? Bien sûr, il est nigérian. Alors, lui, il a une formation tout aussi atypique qui n'a rien à voir avec le corps de métier qu'il a choisi. Il est chimiste de formation. Alors, il a fondé en 2010 une société spécialisée dans la distribution en ligne de contenu de divertissement, à savoir les films qu'on appelle le type Nollywood, des films d'origine nigériane, voilà, de la musique nigériane également et africaine en général. Et cette entreprise-là lui a permis donc de grandir petit à petit. Aujourd'hui, il est à la tête d'une compagnie qu'il définit lui-même comme étant une compagnie qui crée d'autres compagnies. Pour dire que ça marche pas mal pour lui quand on sait aujourd'hui le boom que connaît ce cinéma africain-là et le cinéma nigérien en particulier. Tout à fait.
À sa suite, on retrouve donc Mark Là, Shuttleworth. on passe maintenant au numéro 2, Au numéro 2. qui est sud-africain. C'est bien, elle copie sur les fiches. Il s'appelle Mark Shuttleworth. Il est âgé de 39 ans, sud-africain, donc, comme vous le disiez. Lui, il est le fondateur d'une agence qu'on a appelée Ubuntu, hein, qui est née il y a cela quelques années, qu'il a C'est fondée. pas Mobutu, mais c'est Ubuntu. Ubuntu, hein, Ubuntu. Ubuntu, qu'il a fondé à l'âge de 22 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire Ubuntu? Ubuntu, j'ai pas cherché, pour tout te dire. Hein. Pour tout vous dire, pardon, j'ai pas cherché la signification. Mais ça lui a apporté chance. Pourquoi? Parce qu'il a par la suite vendu cette société-là à près de 575 millions de dollars. Ne me demandez pas la conversion parce que c'est... Non, pas la conversion, mais plutôt qu'est-ce qu'il faisait à la base et pourquoi quand il revend l'entreprise, ça pèse autant? Ça pèse autant parce que c'est une entreprise qu'il a construite et qui a permis aux gens de sécuriser leur maison. C'est une entreprise de sécurité virtuelle. Voilà, ils pouvaient, via un abonnement à sa société, donc pouvoir surveiller vos maisons, vos entreprises depuis n'importe quel endroit où vous vous trouvez. Ici en Afrique. Hein. Ici en Afrique, tout à fait. Alors, face au boom de cette initiative-là, donc, il l'a revendu plus tard au montant que je t'ai indiqué tout à l'heure de 575 millions de dollars. Donc il fait partie, on va dire, des Africains, des jeunes Africains les plus riches. Bien évidemment. Hein. À sa suite, on trouve Le numéro 3 maintenant. Justin Stanford. Aujourd'hui, on fera le top 5, c'est Oui, ça? le top 5. Ok, donc numéro 3. Justin Stanford, 29 ans, sud-africain également. Lui, il quitte le lycée pour former sa première start-up à l'âge de 18 ans. Alors, il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui est implantée dans 20 pays d'Afrique, bien sûr, et sa compagnie, elle est spécialisée dans la sécurité informatique. Alors, vous avez des logiciels à sécuriser, des informations. En Afrique du Sud, on pense beaucoup à la sécurité parce que le numéro 2, tantôt, avait fait la sécurité virtuelle. Tout à fait. Et lui, c'est encore la sécurité. Informatique. Comme quoi... Quelle est donc la question qui vient automatiquement avec l'Afrique du Sud en parlant de sécurité? Je vous écoute. Continuons. Numéro 4, Vinnie Lingam, 34 ans, sud-africain également. Ce jeune sud-africain donc, qui est basé à San Francisco, donc, a lui fait fortune en fondant une entreprise qu'on appelle Yola, une compagnie spécialisée dans la création et l'hébergement de sites web. Voilà, il est aujourd'hui donc à la tête de Gift qui propose des services de cartes de vœux virtuelles sur mobile. Il fallait y penser. Surtout qu'en cette période de, je dirais, de nouvel an, c'est plus aisé d'envoyer de façon virtuelle donc des cartes de vœux. Ça change quand même de la vieille carte, on va dire. Vieille carte, voilà, de la vieille époque tout simplement. Et on va finir par Kamal Boutabati, 37 ans, qui lui est kenyan donc, et lui il est le fondateur de CEO, tout simplement, qui propose des logiciels bancaires de microfinance ou de paiement mobile électronique à plus de 200 clients en Afrique et en dehors du continent, tout simplement. D'accord. Et lui, il est encore en vie. Hein. Oui, ils sont tous en vie. Tous les 5 sont encore en vie. Oui, ils sont tous en vie. D'accord. D'accord. Alors, merci beaucoup. Ça fait réfléchir. Bien sûr. Donc, on demande aussi, et malheureusement, comme d'habitude, dans ce top 5, il n'y a pas d'Ivoirien. Non, il n'y a pas d'Ivoirien, malheureusement. On commence à s'y habituer. À quand donc le tour de jeunes entrepreneurs ivoiriens? À quand le tour d'Alex Mokhtar? Très bien. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Business Matin pour aujourd'hui, c'est malheureusement fini, mais nous nous retrouvons pour un autre numéro. Sur ce, portez-vous bien, mais les programmes, eux, continuent sur Business 24.